Du jour, nous allons justement parler d'avenir dans un secteur d'activité qui a un impact sur chacun de nous. Avoir un toit sur sa tête s'avère essentiel pour vivre confortablement, mais comment prend-il en compte les évolutions de notre société? On en reparle tout de suite. À quoi ressemblera le bâtiment du futur? Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec mes trois invités. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Étienne James. Vous êtes vice-président de l'Ordre des architectes Bourgogne-Franche-Comté et architecte vous-même. Monsieur Thierry Bièvre, fondateur et président de la société Elitis. Et en faisant un petit résumé, on a dit ingénieur, mais à qui l'on doit surtout le premier bâtiment tertiaire le plus sobre au monde avec la tour Elitis à Dijon. Bonjour. Monsieur Bièvre. Et Alexandre Fonde, alors vous êtes cofondateur de la société Tevolis, mais également président du R2S Connect, c'est-à-dire la Smart Building Alliance. On en reparlera tout à l'heure, effectivement aussi. Bonjour. Bonjour. Alors, au sortir de l'été, avec un mois de septembre, on va le dire, quasiment estival, il est difficile de nier le réchauffement climatique, messieurs, je pense que vous serez d'accord avec moi, et de ne pas constater l'évolution des températures dans notre région comme ailleurs. Devant ce changement, le bâtiment, qu'il soit tertiaire ou qu'il soit destiné à l'habitat, doit, j'imagine, s'adapter. Alors, Monsieur James, ma première question va être pour vous. Comment les architectes intègrent-ils ces nouveaux paramètres et ces modifications climatiques pour nos bâtiments de demain? Là, on est en train de parler du confort d'été, en fait. Entre autres, effectivement. Entre autres. Par rapport au confort d'été, on va dire, ça reste quand même des solutions relativement basiques qu'on va utiliser, c'est-à-dire une protection solaire, principalement. Également aussi l'inertie des bâtiments, c'est-à-dire avoir un bâtiment qui a une certaine capacité à absorber la chaleur. Et aussi des matériaux qui vont avoir aussi ces mêmes propriétés d'absorption de la chaleur. C'est notre principal objectif, on va dire, avant de parler de systèmes plutôt actifs tels que la climatisation ou autres.
Essayer de trouver d'autres solutions avant de passer à Oui, on a aussi des solutions comme, on va dire, à base de géothermie, des systèmes de rafraîchissement en utilisant la capacité d'inertie, cette fois, de la terre, du sol aux alentours du bâtiment ou sous le bâtiment. Alors, d'après l'ADEME, là on parlait effectivement du confort d'été, mais le bâtiment résidentiel et tertiaire représenterait quand même 44% de la consommation d'énergie française, dont seulement 15% proviendrait d'énergie renouvelable. Monsieur Bièvre, là je me tourne vers vous, qu'est-ce qu'il faut conclure de ces chiffres? 44% de la consommation d'énergie française uniquement dans nos bâtiments. Là on n'est plus en été, on passe aussi en hiver. Exactement, mais il faut conclure que la nécessité d'agir était déjà bien engagée il y a plus d'une dizaine d'années, et je pense même que le rapport du Club de Rome et puis tous les rapports d'experts qui ont été faits par le GIEC ensuite ont peut-être été un petit peu balayés, même les grands discours lors des grands événements, on va dire, sur les sommets de la planète, hein, c'est-à-dire qu'on se rencontre, on discute de solutions importantes pour l'avenir de l'humanité, de la biodiversité, de l'environnement, mais derrière, en fin de compte, il y a peu d'action, et je pense que l'action, elle va venir du local, elle va venir en fin de compte des acteurs qui veulent s'emparer donc de cette question de l'environnement, mais également, on va dire, de l'avenir des générations futures. Et voilà, chez Elitis, ça fait partie un petit peu de la vocation, c'est même la vocation du groupe, hein, c'est de répondre aux grands enjeux du XXIe siècle. Le dérèglement climatique en fait partie, puisqu'il est observé aujourd'hui et il va ne faire que s'aggraver malheureusement, mais pas seulement, puisqu'on ne pourra pas parler d'écologie sans économie, on ne pourra pas parler d'écologie sans bien-être, sans qualité d'usage. On vient d'en parler avec Pierre-Étienne, donc concernant, on va dire, le confort d'été, le confort d'hiver, pour permettre à nos concitoyens, on va dire, de s'engager dans cette voie, on va dire, de la nécessité d'agir pour la planète. Il faudra leur donner les outils, les moyens d'être acteurs eux-mêmes de ce futur désirable, en leur offrant des logements, des lieux de travail, des lieux de rencontre qui soient de plus en plus compétitifs. Ça peut être également dans la partie rénovée, hein, puisque tout le parc donc existant n'est pas forcément obsolète. Il va falloir simplement penser, réfléchir de manière transdisciplinaire et intégrer, pas de manière souverainiste, des décisions qui pourraient être simples, simplement changer, on va dire, une installation technique de chauffage ou de climatisation ou renforcer l'isolation. Tout ne passera pas par là. Moi, je l'ai démontré, on va dire, sur plusieurs expérimentations. On vient de livrer récemment en 2018 un bâtiment d'habitation et je pense que c'est là qu'on va intéresser en fin de compte nos concitoyens, c'est-à-dire vivre dans un logement aujourd'hui plus sain, plus confortable et qui vous permet en plus de gommer votre facture d'énergie, donc d'avoir plus de pouvoir d'achat, c'est possible. Donc voilà, je vous remercie de m'inviter, on va dire, à parler de ça, puisqu'il faut le faire savoir, il faut que, en fin de compte, ça soit le marché qui réclame ça, que ce ne soit pas simplement les acteurs, on va dire, qui proposent des solutions, mais qu'il y ait une vraie prise de conscience qu'aujourd'hui, on peut vivre en 2020 dans un bâtiment qui ne consomme pas d'énergie, qui est propre et qui permet de gagner de l'argent, on va dire, sur sa facture énergétique. Alors justement, vous disiez aussi qu'il faut que ça vienne du local, il faut que les actions soient aussi portées par le local. C'est-à-dire c'est à nos élus de trouver des réponses, de proposer, d'imposer même certaines solutions. Alors je pense que le législateur doit donner, on va dire, pas une barre, mais un seuil. Mais c'est toujours interprété comme une barre. C'est-à-dire que la loi fait toujours office, on va dire, d'objectif à atteindre, alors que ça devrait être quelque chose qu'on doit dépasser. On devrait donc proposer plutôt donc aux acteurs de la construction de dépasser les limites plutôt que de rester en dessous de ces barres. Et donc on a toujours l'impression que les réglementations qui se succèdent dans le bâtiment, vous vous rendez compte aujourd'hui, on est encore sur la RT 2012, on est en 2020. On nous promet la RE 2020, réglementation environnementale 2020. En application 2021, 2023, en fin de compte, on n'en sait rien. Bon, effectivement, il y a beaucoup de lobbying, on va dire, qui lutte parce que cette transition, elle va forcément bousculer un peu l'économie traditionnelle, mais elle va aussi créer beaucoup d'emplois. Et c'est pas une écologie punitive qu'il faut mettre en place. C'est une écologie constructive, une écologie, on va dire, qui s'intéresse donc au confort d'usage, qui s'intéresse au mieux vivre ensemble. Et donc avec ce type d'écologie, on peut construire, rénover des villes qui vont être de plus en plus désirables. On ne sera pas tous obligés d'aller vivre à la campagne. Alors, Monsieur James, vous qui êtes aussi au cœur du bâtiment du futur, de la construction en tant qu'architecte, est-ce que vous êtes sensible aussi aux propos de Monsieur Bièvre? Est-ce que vous partagez cette vision que chacun doit agir? Oui, je partage ce discours
sur bon nombre de ces aspects. Peut-être pour compléter un peu, je dirais qu'aussi il y a quelque chose à voir de la participation des habitants. Je pense que quand on pense local, on pense aussi aux gens qui sont juste à côté de nous. Et là, c'est intéressant aussi de réfléchir avec eux à ce qui est aussi supportable pour eux, ce à quoi ils aspirent, ce au contraire qui risque de leur faire défaut dans leur vie pratique. Tous ces éléments-là doivent être ajustés. Donc le législateur, c'est important qu'il ait sa place, comme tu l'as rappelé. Mais je pense que c'est important aussi que enfin voilà, moi je dis les habitants, mais tous les gens qu'on a autour de nous prennent part à cette transition en fait. Finalement, c'est ensemble que ça doit se faire. C'est pas des individus, des décideurs dans leur coin qui doivent décider de ces choses-là. Je pense que c'est un problème beaucoup plus global et qui intéresse plus de gens finalement. Alors il y a quand même une première problématique qui me saute à l'idée, c'est « Ah oui, mais ça doit coûter cher tout ça !» Est-ce que côté budget, Monsieur Bièvre, Monsieur James, est-ce que construire durable, ça ne coûterait pas plus cher? On ferait des économies, mais du coup, est-ce que ça ne servirait qu'à limiter, à faire l'investissement? C'est ce que veulent faire croire ceux qui ne veulent pas avancer. Ah. Donc c'est que non, c'est pas plus cher. C'est pas plus cher, c'est prouvé. Moi, je l'ai prouvé avec mes équipes sur plusieurs bâtiments. Alors justement, on a quelques photos, si on peut peut-être... Oui, on peut éventuellement illustrer mes propos voilà. sur un bâtiment qu'on appelle un bâtiment de belle hauteur, parce que la tour, aujourd'hui, est un ouvrage qui fait peur en France, alors qu'en fin de compte, c'est malgré tout un objet, on va dire, qui a une empreinte très frugale du sol, donc qui évite l'étalement urbain, qui évite les transitions en mobilité entre la ruralité ou la périurbanité et la centralité pour des questions de travail, etc. Et donc la crise des Gilets jaunes l'a clairement démontré. Mais aujourd'hui, voilà, construire un bâtiment plus efficace, à partir du moment où on utilise des bons ingrédients, et les bons ingrédients, moi ça fait quelques temps dire que je me bats pour ça, c'est-à-dire qu'on ne considère pas suffisamment la matière grise en France, c'est-à-dire que les professions intellectuelles ne sont pas rangées, on va dire, dans un clan, on va dire, industriel, c'est-à-dire c'est plutôt le service, alors qu'en fin de compte, tout ce pan, on va dire, de la prestation intellectuelle, que ce soit des architectes, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des sociétés, on va dire, de prestations intellectuelles en général, puisque nous, on fait travailler des ergonomes, on fait travailler des sociologues, on fait travailler des anthropologues, on fait travailler des artistes, sur nos immeubles. Parce que la dimension et l'impression, comment on fait sauter le bouchon des préjugés, grâce justement, en fin de compte, à cette pluridisciplinarité, à cette transdisciplinarité qui fait appel, en fin de compte, à des représentations qu'il faut briser pour permettre, en fin de compte, aux gens d'avancer. Mais la matière grise, elle ne coûte pas plus cher, finalement? Mais la matière grise, elle peut coûter 10% plus cher, ça ne fera pas 10% de plus sur le bâtiment, ça fera même peut-être 10% de moins. Donc, vaut mieux bien penser, vaut mieux bien réfléchir, vaut mieux bien se préparer. Et on va sans doute parler du numérique dans cette émission. Le numérique aussi est un outil... Monsieur Fond n'est pas là par hasard, voilà. Effectivement. Donc voilà, le numérique est un outil fabuleux et on l'utilise de mieux en mieux. Et cet outil, en fin de compte, il nous permet d'itérer, il nous permet de calculer, il nous permet d'anticiper, il nous permet même d'aller chercher des choses qui sont dans l'imaginaire d'autres et donc de le co-construire en même temps. Donc cette co-construction faite par le Building Information Modeling, par exemple, permet d'intégrer des notions qu'on n'avait pas, qu'on était obligé de séquencer, et donc qui conduisait au surcoût. Aujourd'hui, dire que ça coûte plus cher, c'est qu'on veut mal s'y prendre. Alors, vous me faites une très belle transition vers Monsieur Fund. Dans une société de plus en plus numérique, digitale, on peut imaginer que la technologie peut également apporter une réponse pour réduire la consommation d'énergie, Monsieur Fund. Donc, comment le numérique peut-il agir pour accompagner les bâtiments conçus et pensés notamment par Monsieur James ou Monsieur Bièvre dans la transition écologique? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses ne sont pas forcément en silo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément le bâtiment d'un côté, le numérique de l'autre. Et comme tu le disais, moi j'aime bien quand on échange comme ça, c'est que c'est plus, il y a une notion de réellement de convergence. Et donc moi ce que j'aime bien souvent entendre et rappeler, c'est qu'il y a d'un côté une transition énergétique, et c'est évident qu'elle est amorcée, cette transition énergétique. Et en même temps, il y a aussi une amélioration, une transition au niveau des usages et au niveau du numérique. Et ça veut dire qu'aujourd'hui,
la technologie, et on l'entend, et moi j'adore ça, c'est qu'on voit bien que la technologie au niveau des bâtiments, j'entends cette fois-ci vraiment les matériaux, ainsi de suite, existe. Il est possible de construire des bâtiments qui soient de moins en moins gourmands en énergie. C'est ce que voilà, mes camarades et amis exposent. Et c'est super, et c'est vrai. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de ramener ça aussi au vécu et aux bénéfices des occupants, de ceux qui vont vivre ces bâtiments-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bâtiment qui n'est pas occupé, ou un bâtiment qui est mal occupé, ou un bâtiment qui est quasiment vide, s'il consomme beaucoup d'énergie, c'est dommage. S'il consomme moins d'énergie, c'est mieux, mais c'est quand même dommage. Si ce bâtiment, il est bien utilisé, il est bien vécu, d'accord, pour une activité humaine où les occupants sont heureux, dans du tertiaire, vont utiliser les salles de réunion, pour pouvoir travailler efficacement avec des systèmes de visio, ainsi de suite, n'auront pas trop chaud, n'auront pas trop froid, d'accord? Et ça veut dire que le ratio, finalement, consommation énergétique et le ratio vie du bâtiment, occupation, utilisation, usage, va être excellent. Et c'est là où tout ça prend forme, à partir du moment où on va complètement lier le numérique au bâtiment, d'accord? Plutôt que de le mettre en surcouche 2. Alors, mais dans le cas d'une rénovation, on va peut-être être plus tenté de le mettre en surcouche, puisqu'on ne va pas le penser dès la conception. Un bâtiment neuf, on peut l'intégrer, comme vous disiez, éviter de faire des silos et l'intégrer directement. Sur une rénovation, le numérique peut-il intervenir du coup en surcouche pour améliorer justement tout ça? Oui, non, Monsieur Bièvre ou Monsieur Fond? J'essaye de répondre à la question parce que pour moi, le numérique, c'est ça. Et ça existe. C'est pas une surcouche. Ça, c'est disponible. Il y a des tas d'ingénieurs, de codeurs qui sont capables de donner, on va dire, de l'information et de permettre à des usagers, ce qu'on fait par exemple sur la tour Itis Danube, savoir qu'un bâtiment, ça consomme de l'énergie, certes, mais la consommation statique du bâtiment liée au chauffage, au rafraîchissement, à l'éclairage, etc., bon, elle peut être coordonnée et pensée par les concepteurs. Mais tout ce qui est qualité d'usage, tout ce qui va être parc électrodomestique, multimédia, c'est bien de la dépense intrinsèque du ménage. Et cette dépense intrinsèque du ménage, aujourd'hui, elle a pris une part grandissante en fin de compte dans notre facture énergétique, puisqu'on utilise de plus en plus, en fin de compte, les multimédias, on cuisine de plus en plus à la maison, la crise sanitaire l'a démontré. Et donc, eh bien, quand vous avez la capacité d'accompagner avec un coach numérique, donc qui est simplement une application, c'est ce qu'on a mis en place sur Strasbourg, qui s'appelle Aladdin, et donc qui conseille en fin de compte les usagers sur leur consommation énergétique, mais qui leur donne aussi la facture d'énergie qu'ils auront à payer à la fin de l'année. Eh bien, en fin de compte, ils ont conscience à la fois, on va dire, de l'impact environnemental, de l'impact écologique, économique sur leur budget. Mais leur budget également. Et donc, grâce à cet outil, qui ne coûte pas plus cher, parce que tout le monde en est à peu près doté, eh bien, on obtient, alors c'est un bâtiment neuf, mais on peut le faire sur un bâtiment ancien, c'est pour ça que je voulais ramener ça à l'ancien, on peut permettre à quelqu'un de gommer sa facture d'énergie, au moins déjà sur ses usages, sans parler du bâtiment. Donc, d'en gommer une partie. Voilà. Donc, Monsieur Fund, pour vous, numérique et rénovation peuvent faire bon ménage? Ça peut faire bon ménage et je dirais même qu'il y a un dogme à faire tomber, c'est ce dogme du oui mais ça va coûter plus cher. Et je suis convaincu, ou plutôt l'expérience montre que c'est plutôt un diktat d'un certain nombre d'individus, d'industriels qui ont un intérêt, mais dans la réalité, ça ne coûte pas plus cher, voire même moins. Mais ça veut dire qu'il faut être empreint de beaucoup de bon sens et tout ça nécessite de l'interopérabilité. C'est ce sur quoi nous nous battons au niveau de la SBA et en particulier au niveau de la commission R2S Connect. Alors je me permets, quand vous dites SBA, c'est la Smart Building Alliance? Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment un regroupement d'un certain nombre d'acteurs parce qu'on est conscient que ce que vous dites là, les questions que vous posez, ça ne pourra évoluer que si les mentalités évoluent, mais s'il y a globalement une prise de conscience. Et ça se fait au niveau de la Smart Building Alliance, parce que cette association nationale regroupe les principaux acteurs de la construction, les principaux donneurs d'ordre, les industriels, mais aussi les pouvoirs publics. Et on s'aperçoit que les véritables enjeux, c'est clairement de faire prendre conscience que construire mieux ou rénover mieux pour un meilleur usage, c'est possible. Et ça, c'est intéressant. Un exemple concret, c'est
Bien évidemment, un industriel peut avoir un intérêt à vendre plusieurs équipements dans un bâtiment qui font la même chose. C'est-à-dire un capteur, par exemple, de présence ou de mouvement. Si on en met plusieurs, il va servir dans un cas à allumer, éteindre la lumière, dans un autre cas à savoir s'il y a du monde, ainsi de suite. Si au contraire on dit mais on n'en met qu'un seul, ou lorsqu'on en a mis un, les autres services vont pouvoir l'utiliser, et bien de fait, il est possible d'amener de nouveaux usages, de nouveaux services comme tu le disais, sans ajouter de nouveaux équipements. Donc ça ne coûte pas plus cher, ça coûte moins cher en réalité. Mais ça fait consommer moins. Donc ça nous crée de l'économie à l'arrivée. Exact. Monsieur James, justement là on parle un peu de rénovation, et puisque le bâtiment du futur n'est pas forcément neuf, il peut également être... Oui, les enjeux sont sur le parc existant voilà. Aujourd'hui. On reviendra sur le neuf, mais effectivement le parc existant. Le parc neuf, ouais. Alors quel va être le rôle de l'architecte justement pour faire en sorte que ce bâtiment d'hier devienne un bâtiment de demain? C'est une très bonne question. Disons que... Je les ai travaillés, vous avez vu. Oui, c'est ce que je vois. Non, mais disons que le rôle de l'architecte, lui, ça reste aujourd'hui un rôle d'interface. C'est-à-dire qu'effectivement, il doit comprendre le besoin de l'habitant, de l'occupant, comme il a été très bien expliqué par M. Foun. Et derrière, il doit être capable d'apporter une réponse qui puisse satisfaire, je dirais, l'usage, mais aussi la qualité d'ambiance et tout ce qui a été évoqué. Donc après, pour certains sujets, notamment pour tous ces aspects numériques, là on va plutôt se tourner vers ou des bureaux d'études quand on va avoir un bâtiment qui va permettre aussi qui va avoir une échelle, on va dire, suffisamment importante pour le permettre, ou plutôt vers un installateur électricien en général pour justement pouvoir trouver les réponses adéquates à la demande des habitants, des occupants du bâtiment. L'architecte va amener, enfin de mon point de vue, peut-être la connaissance justement aussi de ces nouvelles techniques, de ces options, qu'elles soient numériques, qu'elles soient dans la construction, dans les matériaux notamment. Oui, effectivement. Alors après, c'est pas forcément le cœur de notre aujourd'hui de notre métier. Après, c'est quelque chose qui en fait partie. Je dirais que nous, on va plutôt chercher à l'intégrer dans une réflexion d'ensemble plutôt que pour ce qu'il est spécifiquement. Donc après, sur certains sujets, effectivement, les architectes peuvent avoir une certaine connaissance des outils digitaux, numériques et autres. Après, ça reste pas c'est pas nécessairement le cœur de leur métier. Ils chercheront à l'intégrer comme on le fait avec là une ventilation, un chauffage ou tout système, on va dire, technique actif dans le bâtiment. Alors, je vais revenir un peu sur le bâtiment neuf. On nous parle de plus en plus d'écoquartiers. Les écoquartiers se multiplient. Ça se veut être le bâtiment de demain, en tout cas. Est-ce que les promoteurs, qui ont notamment la charge de créer des bâtiments dans ces écoquartiers, jouent le jeu du développement durable? Est-ce qu'ils se lancent justement dans des conceptions mieux pensées ou qui font appel à plus de matière grise? Alors, Monsieur Boyèvre, Monsieur James, je ne sais pas lequel de vous deux veut... Tu veux démarrer en tant que promoteur? Voilà, j'ai une ouais. petite expérience de promoteur. Je vais vous expliquer pourquoi le groupe Aetis s'est lancé dans la promotion. Tout simplement parce que les promoteurs ne nous demandaient pas, on va dire, de répondre à un challenge. Aujourd'hui, on nous demande purement et simplement de répondre aux réglementations. De temps en temps de labelliser, parce que grâce au pouvoir public qui, dans les écoquartiers, demande à ce que la qualité des bâtiments qui vont être édifiés dans ces quartiers soit meilleure pour la planète, meilleure pour l'environnement, meilleure pour la qualité de vie. Mais s'il n'y avait pas, on va dire, cette quête du pouvoir public, bien, en fin de compte, l'outil, on va dire, de construction du secteur, même si aujourd'hui il y a des réactions, je vais faire réagir, mais je le fais volontiers, parce qu'on ne va pas assez vite. On ne va pas assez loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reprends l'exemple de Strasbourg. La tour de Strasbourg, c'est 65% de mieux que le meilleur label bâtiment. Imposé aujourd'hui. Voilà, 65%. 65%. Plus performant que ce qu'on attend aujourd'hui d'un... Non, du meilleur label. Du meilleur label aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça ne veut rien dire. On n'a pas fait ça pour ça. Mais c'est faisable.
ce qui veut dire que c'est faisable, mais si vous commencez à vous inscrire dans un prisme qui vous donne en fait une méthode pour atteindre un résultat, vous atteignez le résultat, mais vous atteignez le résultat du label ou le résultat de la réglementation. Si vous sortez de ce prisme et vous dites, moi je veux le meilleur bâtiment, je veux un bâtiment, on va dire, qui donne du confort, qui donne de la qualité d'usage, où l'écriture architecturale va libérer des espaces, où elle va donner, on va dire, une sensation de bien-être et de mieux vivre, où l'intégration de la connexion numérique est anticipée, où on utilise tous ces outils, forcément qu'on progresse. Et aujourd'hui, il faut encourager, on va dire, les promoteurs, donc à s'engager dans cette voie, à pas simplement, on va dire, rester donc sur le plan réglementaire ou RT 2012-20 ou freiner des cas de fer en disant attendez, la RE 2020, s'il vous plaît, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Attendez, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis en train de travailler sur un bâtiment qui doit résister au climat 2120. C'était une commande qu'on m'a passée. Alors, bien évidemment, c'est le futur au moins. Là, vous êtes bien dans l'idée de bâtiment du futur. Je ne verrai pas le résultat. Mais on peut l'imaginer, on peut le modéliser. Il n'y a pas de difficulté. On a travaillé avec des grands météorologistes et des spécialistes du climat. Dans l'Est parisien, les températures vont être en 2120 sur des événements 3-4 semaines, vont dépasser les 45 à 50 degrés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si on ne bouge pas tout de suite, si on ne trouve pas des solutions, eh bien voilà, on va dans le mur. Et donc il va bien falloir trouver des solutions qui soient à la fois qui permettent, on va dire, à l'humanité, on va dire, de continuer à vivre, on va dire, sur leur terre, parce que sinon on va se déplacer. C'est une migration climatique. On pense toujours aux pays sous-développés, mais il y a aussi, on va dire, des migrations qui vont se produire, on va dire, chez nous, parce que ça va déplacer de l'emploi dans l'agriculture, dans des tas de choses. Donc il faut à tout prix agir, et donc il faut agir rapidement, et donc avec une forme de sérénité, pas forcément en prenant, on va dire, le cadre législatif ou les prismes des labels. Les labels, ils sont nécessaires, je dirais, c'est un peu pour les cancres. Peut-être. Parce qu'il faut, moi je trouve que les labels c'est bien parce qu'il y a des gens qui se préoccupent de ça et donc ils créent des labels. Et donc ces labels, moi j'y souscris souvent d'ailleurs pour mes clients en les invitant parce qu'au moins ils ont une écriture visible de la performance qu'ils souhaitent. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin, c'est ça que je veux dire. Et on peut aller beaucoup plus loin en hybridifiant et pas forcément en se calant, on va dire, sur des logiques qui sont dans le calcul. Moi je vois souvent des bâtiments qui sont calculés. Alors, toi qui es architecte, tu dois souvent avoir, on va dire, cette contrainte où l'ingénieur vient te voir en te disant « Attends, ton bâtiment, il faut que tu le tournes autrement, il faut que tu changes ceci. » Non. La créativité de l'architecte, elle doit se faire, on va dire, de manière, on va dire, comme on sculpte un objet, pour moi. C'est-à-dire que les contraintes doivent être données au départ et le calcul doit vérifier, en fin de compte, le côté instinctif des professionnels. Et on n'utilise pas suffisamment l'instinct, c'est-à-dire qu'on se réfugie derrière le calcul, donc le calcul il donne toujours la même chose. Un ordinateur, je peux vous garantir que la méthode de calcul sera toujours la même. Donc forcément, vous aurez toujours le même bâtiment et donc on a une forme de mimétisme qui empêche de progresser. Donc c'est pour ça qu'il faut réhabiliter la matière grise, il faut réhabiliter les professions intellectuelles, les architectes, les ingénieurs, enfin tous ceux qui travaillent, on va dire, sur le numérique ou qui amènent, et même dans le champ industriel, c'est de refaire de la recherche et développement dans ce domaine, mais partager. Il faut se connecter aussi entre humains. Il ne faut pas simplement se connecter entre appareils numériques, parce que ça c'est sympa, c'est ludique, mais il faut reconnecter les humains d'abord. Pour en revenir à ma question, du coup, les promoteurs ne vont pas assez vite, ils ne vont pas assez loin. Si je résume votre propos. Sinon, je ne serais pas promoteur, je serais resté sur mon métier, on va dire, de base. Moi, je suis ingénieur conseil, je prescris, j'apporte des solutions. Et comme ça va pas assez vite, j'ai décidé avec mon équipe de les challenger en leur disant mais est-ce qu'on peut faire des bâtiments qui peuvent être autonomes demain? Et demain, on peut faire un bâtiment autonome qui vit seul. Mais c'est pas intéressant parce que vivre seul, c'est donner, on va dire, le pouvoir à des gens qui ont la capacité d'acheter ce bâtiment. Parce qu'un bâtiment autonome sera forcément un bâtiment plus cher aujourd'hui. Mais un bâtiment qui donc permet à ses usagers de mieux vivre avec un impact environnemental plus faible, plus raisonné et une facture énergétique nulle, c'est possible sans surcoût aujourd'hui. Donc vous voyez le gap qu'on peut franchir donc, en utilisant mieux, en coopérant mieux. Moi j'aime bien la coopération, j'aime bien l'hybridité et puis il ne faut peut-être pas laisser, on va dire, le législateur écouter simplement, on va dire, toujours les mêmes sirènes. Et donc voilà, pour moi le progrès viendra en fin de compte d'une forme, on va dire, assez empirique plutôt que de quelque chose, on va dire, de calé. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler, on va dire, sur la progression, sur l'exploration. D'ailleurs, moi, j'ai demandé à mes ingénieurs de mettre explorateur sur leur carte de visite. C'est pas pour des prunes. Il faut mieux être explorateur. Alors, un autre explorateur, mais d'un autre secteur, c'est vous, Monsieur Foun. Vous explorez un peu aussi ce monde numérique. Et pour en revenir aussi aux promoteurs, est-ce que les promoteurs, les constructeurs sont friands, justement, d'intégrer ces nouveaux outils, ces nouvelles possibilités au bâtiment de demain?
Oui, tout à fait. Ils sont même plus que friands parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'un bâtiment, c'est déjà une architecture. Donc, ok, c'est très bien, voilà, il y a un architecte, il y a une équipe qui va travailler. Il est localisé, en effet, quelque part, il a une localité. Et puis ensuite, le promoteur, il va chercher à se différencier. Il va se différencier parce que voilà, l'architecture peut ne pas suffire, le fait qu'il soit énergie positive peut ne pas suffire, et il va se différencier en amenant justement des services et en faisant que le bâtiment offre des services et devienne un offreur de services. Et ça c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est que le promoteur, il va chercher à ce que le bâtiment qu'il construit, qui a une durée de vie, j'entendais, jusqu'à 1120, donc on voit bien qu'on s'inscrit dans le temps long, le promoteur s'inscrit dans le temps long, il va chercher à ce que ce bâtiment-là, en termes d'usage, s'adapte en permanence aux nouveaux usages et aux nouveaux besoins des occupants. Donc bien sûr que le promoteur, lui, il se doit et il a besoin du numérique pour justement se différencier d'un bâtiment, je dirais, plus ancien ou classique. Alors la difficulté, c'est que justement, comme on le disait, le bâtiment de 2120, le bâtiment du futur, qu'il intègre du numérique, mais le numérique d'aujourd'hui n'est pas forcément le numérique de demain, parce que c'est un secteur qui va extrêmement vite. Donc comment garantir qu'il n'y aura pas une sorte d'obsolescence du coup de ce bâtiment numérisé et connecté? Il y a deux façons de prendre les choses. La première, c'est d'être un voyant, c'est-à-dire de voir l'avenir. Première façon de voir les choses, en effet, je dis, l'avenir est comme ça. Alors il y a des gens qui le voient peut-être, il y en a qui disent ça va être comme ça et qui vont faire croire que ça sera comme ça et qui essayent, et c'est voilà, parfois ce que tu disais, c'est parfois un peu imposé et on va dans la réglementation. Et puis il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est de se dire mais il faut que ça s'adapte. Et donc on ne connaît pas en effet tous les usages de demain. Et il va falloir que le bâtiment puisse s'adapter à. Et ça, c'est un élément mais essentiel. Nous, au sein justement de la Smart Building Alliance, on en est convaincus. Et ça passe par quoi? Ça passe par quelque chose qui est finalement très simple. Ça s'appelle l'interopérabilité au niveau d'un bâtiment. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir de l'adaptabilité, il va falloir que justement l'ensemble des briques soit interopérable. Et alors ce bâtiment de demain qui va intégrer, donc qui va être du coup un bâtiment plus intelligent, il est pour l'instant plutôt tourné vers le secteur tertiaire. Est-ce qu'on peut l'envisager, enfin là en tout cas les solutions que vous proposez chez Tevolis sont notamment plutôt orientées vers les bâtiments tertiaires. Est-ce qu'on peut les envisager pour le bâtiment collectif de demain, pour même le bâtiment individuel? La maison de demain sera-t-elle encore plus connectée au-delà de la domotique qu'on a pu voir depuis quelques années? Ben oui, parce que finalement ce n'est pas le bâtiment qui est intelligent en tant que tel. C'est le bâtiment qui offre un certain nombre de possibilités pour que les individus puissent exprimer leur intelligence. C'est ça qui est important. Alors, on en revient à la matière grise de Thierry Lièvre. Mais c'est là aussi c'est ceux qui le vivent. Il n'y a pas de raison à un moment donné de consommer plus d'énergie pour le plaisir de consommer de l'énergie. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt non plus d'acheter des choses qu'on n'utilise pas et qu'on met dans un placard. Donc naturellement, le tertiaire, c'est un terrain de jeu évident parce qu'il y a économiquement un gros enjeu sur le tertiaire et parce qu'on le voit bien, on a en particulier dans des immeubles parisiens ou dans les grandes métropoles, on a vraiment une densité de personnes et un nombre de mètres carrés important. Mais ces sujets-là, on va les retrouver dans les écoles. On travaille aujourd'hui sur des nouveaux programmes d'écoles, d'universités, dans la santé, voilà, on va les retrouver partout, partout. Alors, les architectes, Monsieur James, est-ce qu'ils intègrent aussi cette dimension numérique dans leur conception? Parce que le numérique transforme les usages, il transforme aussi les métiers, on l'a dit un petit peu en tout cas. Est-ce que ça transforme pleinement celui d'architecte et que ce soit là encore pour du collectif ou aussi du particulier? Est-ce que la révolution est déjà en marche? Oui, on peut dire qu'elle est en marche. On va dire déjà au niveau de la conception, on essaye d'intégrer le plus possible dans la modélisation qu'on fait, on va dire, quand on réfléchit à la conception d'un projet. C'est déjà des choses qu'on intègre, grâce notamment à un outil qu'on appelle une maquette BIM, dans laquelle on peut effectivement intégrer sur un modèle virtuel toutes les différentes couches qu'on va souhaiter connecter. Donc
Ça peut aller jusqu'à l'interrupteur, jusqu'au câble, etc. Après, je ne pense pas que les systèmes qui sont... qui vont venir et qui vont être intégrés au bâtiment de demain amènent forcément beaucoup de complexité au fait de construire, parce qu'on va toujours vers plus de miniaturisation. La plupart de ces systèmes aujourd'hui utilisent plutôt des courants faibles, donc en fait finalement des câbles qui sont moins importants à faire circuler dans le bâtiment. Donc, on va dire aujourd'hui on va plutôt vers de la miniaturisation, donc finalement ça gêne pas trop. Ça gêne pas trop, voilà, on va dire quand on regarde le bâtiment à l'échelle de sa construction. Voilà, mais c'est quand même des choses qu'il faut anticiper. Et après, on a les outils, en tout cas numériques aujourd'hui, dans le travail propre à celui de l'architecte et des ingénieurs hein, et des bureaux d'études, évidemment. Ça reste aussi un travail d'équipe. Hein. C'est pas forcément. C'est vrai qu'on dit toujours l'architecte, mais l'architecte déjà, il n'est pas tout seul à réfléchir au projet. En général, il le fait avec une équipe d'architectes. Et puis aussi avec des équipes d'ingénierie et d'autres métiers pour pouvoir justement s'adapter à la diversité des usages des futurs habitants. Alors, oui, Monsieur Bièvre, vous souhaitiez compléter, je vous en prie. Je voudrais compléter quelque chose, mais ce n'est pas forcément simplement dans les propos qu'on vient de tenir, mais vous avez segmenté dans votre questionnement, et c'est normal parce que c'est l'usage actuellement, le tertiaire, le résidentiel, le fonctionnel. Les fameux silos, justement. Voilà, et il faut le bannir. Il faut qu'on bannisse ça. Et le numérique va le permettre également. Parce qu'aujourd'hui, la crise sanitaire nous a montré qu'on avait besoin d'une pièce complémentaire pour certains. Pour ceux qui habitent en centre-ville, c'est difficile dans un 2 pièces de travailler, même si vous êtes un couple avec 2 enfants, vous êtes confinés, vous restez chez vous, on vous dit, bah, tiens, on va organiser le télétravail, puisqu'on vient de bouleverser aussi un peu le raisonnement économique de du côté du secteur tertiaire, en se disant, est-ce que ça vaut le coup, on va dire, de faire 1 heure de trajet pour aller me rendre à mes bureaux, puis 1 heure le soir, et donc tout ce temps perdu dans les transports en commun. Voilà. Donc, bon, ce mouvement, je ne dis pas qu'il est définitif. Il va sans doute, on va dire, avoir une influence, on va dire, sur notre futur, mais il faut repenser le bâtiment non sectorisé, puisqu'il faut qu'on arrête de construire des villes où on met un bâtiment pour les jeunes, un bâtiment pour les seniors, un bâtiment pour les étudiants, un bâtiment pour le travail, etc. C'est-à-dire qu'on met des briques les unes à côté des autres, ce qui fait qu'il n'y a personne la nuit, on va dire, dans les bureaux. Donc ça, c'est du vrai gaspillage. Et le numérique doit permettre, en fin de compte, de modérer, en fin de compte, on va dire, cette segmentation. Je ne dis pas qu'il faut l'éliminer, on ne pourra pas l'éliminer, parce qu'il faudra conserver du corporate, il faudra conserver du lieu de vie, il faudra aussi séparer la sphère professionnelle de la sphère privée, parce que bon, tout ça, quand ça va commencer à s'encastrer totalement, ça va devenir complexe aussi au niveau des risques psychosociaux. Donc, voilà, donc il y a un gros travail, on va dire, qui est à bâtir grâce au numérique, parce qu'on ne pourrait pas le faire autrement. Parce que le numérique va permettre de pouvoir réserver dans un immeuble voilà, qui va être principalement résidentiel et qui va avoir peut-être 20% de locaux qui vont être des locaux de coworking, voire même de co-living. Donc de trouver la capacité d'accueillir une personne en plus chez vous pour garder vos enfants si vos enfants sont malades, etc., etc. Donc tous ces modes de vie vont être révolutionnés. Ça, c'est pas possible sans le numérique, parce que le numérique va donner de la facilité, de la faculté, et de la faculté directement aux citoyens, aux ménages. Parce qu'avec une application, ils sauront tout de suite se mettre en rapport sur une plateforme sécurisée qui leur permettra de les mettre en rapport avec le service dont ils ont besoin. Alors justement, vous me faites de très bonnes transitions, Monsieur Bièvre. Je vous remercie. Écoutez, on pourrait croire qu'on a préparé cette émission ensemble. Puisque j'allais justement demander des exemples concrets. On a parlé beaucoup de numérique, mais des choses concrètes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, le numérique peut rendre comme service dans un bâtiment, Monsieur Faune? On a parlé tout à l'heure voilà, d'interrupteurs, on parle j'imagine de température, on parle d'aération. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Et demain, qu'est-ce qu'on peut imaginer faire avec le numérique dans nos bâtiments? Alors, aujourd'hui, quelques exemples que le numérique, justement, apporte en termes de facilité, en termes de quotidien. Le numérique, il faut bien comprendre qu'il apporte de l'instantanéité. C'est quelque chose... Instantanéité, si on prend un exemple dans le tertiaire, c'est la notion d'accueil. Hier, qu'est-ce qui se passait? On avait rendez-vous quelque part, on arrivait dans un hall, il y avait un hall d'accueil, il fallait trouver, la personne appelait, il faut trouver, nanana. Tout ça, c'est souvent très lourd, on l'a tous vécu. Des réunions où on arrive, l'interlocuteur est difficile à trouver, ensuite il faut chercher la salle de réunion, ensuite il faut se retrouver. Et finalement, pour une réunion qui va durer peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure, il y a autour une déperdition d'énergie énorme. Le numérique, qu'est-ce qu'il permet de faire?
il permet déjà de savoir, de rapprocher les individus. C'est-à-dire que la personne qui va arriver dans le bâtiment, automatiquement, grâce au numérique, quand elle arrive dans le bâtiment, et ça, c'est pas la science-fiction, c'est aujourd'hui, elle est accueillie, elle reçoit son message, bienvenue, tac, vous pouvez laisser votre voiture là, voilà le code, d'accord, en instantané. Vous pouvez aller chercher dans les mails, ainsi de suite, d'accord. Elle arrive, tac, elle est accueillie, on sait qu'elle est là, ça veut dire que son interlocuteur automatiquement reçoit le message parce qu'il voit que la personne arrive au bon endroit. Ils vont se retrouver automatiquement, ou alors au contraire, on va demander à la personne d'aller à un endroit. Et ça, pourquoi? Parce qu'on a le plan, parce qu'on a le tracé. D'accord. Ensuite, la réunion, eh ben, c'est pareil, hier, les télécommandes, ainsi de suite, on l'a tous vécu. Ah bah oui, mais ça marche pas, bah, la visio marche pas, bah ceci, ah bah j'attends, bah, on va faire autrement. Tu le disais, aujourd'hui, il y a du présentiel et il y a de la distance. Eh ben, ce qui le numérique apporte, c'est directement la possibilité de piloter tout ça de façon simple. Et s'il y a un souci, automatiquement de déclencher et d'avoir immédiatement la bonne hotline qui sait exactement où on est, ainsi de suite. Donc ça veut dire que cette instantanéité, elle est omniprésente dans le bâtiment et elle permet de vivre une expérience, d'accord, depuis l'arrivée dans le bâtiment jusqu'à l'activité dans le bâtiment et à la sortie du bâtiment, sans perdre de temps à des tâches qui finalement n'ont pas de valeur ajoutée. Ça, c'est aujourd'hui. Et alors demain? Demain. Je sais que vous êtes voyant, vous l'avez dit tout à Eh l'heure. bien non, justement, moi je ne suis pas voyant, je n'ai pas cette prétention-là. Et du coup, j'ai une immense confiance dans la capacité, justement, des humains à imaginer les services de demain. Donc, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on leur donne la possibilité, justement, d'amener des services qui vont complètement utiliser toutes les composantes du bâtiment, d'accord, pour pouvoir, eux, créer et imaginer les services de demain. Juste un exemple et ensuite. Ah oui, non, allez-y. Vous savez, moi je me rappelle parce que ça fait partie, voilà, j'ai vécu ça et c'est intéressant. Autant mes grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu l'arrivée de la machine à laver, ainsi de suite. Moi j'ai vécu l'arrivée de la tablette, smartphone et tablette. Donc je suis fier de pouvoir le dire. Et je me rappelle, il y avait les smartphones, déjà l'arrivée du smartphone, voilà, une grande révolution. Et il y avait le desktop, vraiment le portable. Et puis tout d'un coup, on nous amène une tablette. Et moi je me souviens de ça. Du nombre de personnes qui disaient mais ça sert à rien la tablette. La tablette, c'est plus grand qu'un téléphone, c'est plus petit qu'un PC, ça sert à rien. Mais à quoi ça va? Il n'y a pas d'usage. Et il y a eu de la confiance. Voilà, justement, la tablette a été lancée. Il y a des gens comme Steve Jobs, ainsi de suite, qui ont lancé ce produit. Et petit à petit, vous avez des personnes qui ont imaginé des services. Et aujourd'hui, quand vous voyez la tablette, vous en avez dans les hôpitaux, vous en avez à l'entrée salle de réunion, vous en avez ceci. Ça veut dire que les usages viennent petit à petit. Pourquoi? Parce que cette tablette, elle permettait à une communauté de développeurs de développer les usages sans leur dire la tablette, elle va servir à ça. Là où le Palm Pilot, il servait qu'à faire une chose et il a disparu, comme les dinosaures. Donc si on veut que les bâtiments durent dans le temps et non pas qu'ils disparaissent, il faut leur donner de la flexibilité au niveau du digital, j'entends, au niveau du numérique. On peut aussi au niveau du bâtiment. Et donc, tu utilises souvent le même mot qui est important, c'est permettre. Et c'est ça notre travail, en fin de compte, c'est de permettre. C'est pas de bloquer. Donc un bâtiment, de par son enveloppe, de par sa structure, souvent et jusqu'à présent encore, c'est quelque chose qui confinait, qui donnait un usage. L'objectif et le travail qu'on aura à faire ensemble, tous les acteurs, c'est justement d'ouvrir en fin de compte ces champs. Parce que dire qu'un bâtiment il va durer 50 ans aujourd'hui, quand on fait un cycle de vie, voilà, les analyses de cycle de vie, je ne sais pas si tu en fais sur certains de tes projets, sans doute aujourd'hui, parce que ça devient presque obligatoire par rapport à la réglementation. C'est ce que voilà. Ah, c'est la fameuse obligation. Voilà. Plus c'est moins. On donne des durées de vie, mais pourquoi on se limite? Pourquoi construirait-on des bâtiments qui devraient avoir un espace de vie, on va dire, sur 50 ans? Alors je sais bien qu'on ne sait pas prévoir, on va dire, comment la société va évoluer, mais construire un bâtiment qui s'ouvre, donc qui de manière assez logique, crée, on va dire, engage, on va dire, des usages futurs sans qu'on les connaisse aujourd'hui. C'est très complexe à imaginer, donc ce qui veut dire qu'il faut beaucoup d'humilité de la part des concepteurs, mais aussi beaucoup de simplicité. C'est-à-dire, plus on est simple, plus en fin de compte on offre, on va dire, de la flexibilité. Et de l'adaptation pour l'avenir. Exactement. Et donc c'est comme ça que voilà, on aura des bâtiments. Et d'ailleurs, on est fiers de nos centres-villes, on est fiers de nos centres, nos centres historiques.
Donc il faudra bien quand même que, on va dire, l'époque que tu es en train de marquer, parce qu'un architecte, c'est écrire une époque. C'est écrire, on va dire, la société. On la voit au travers des bâtiments. C'est-à-dire, voilà, on dit, tiens, voilà, on faisait des châteaux, après c'était Haussmann, aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi notre société dans 50 ans, quand on va regarder l'architecture de notre ville, ou dans 200 ans, c'était quoi? Il faut espérer qu'on ait construit quelque chose qui soit, qui soit une partie de notre histoire, sans que ça soit obsolescent, et que ça permette, en fin de compte, à l'humanité, d'une manière générale, de pouvoir continuer à s'adapter, on va dire, dans cet écosystème, en fin de compte. Voilà, c'est une forme de plateforme de vie, la ville. Alors, malheureusement, le temps nous est un peu compté. On va toucher à la fin de cette émission et on aura peu abordé la question des matériaux, notamment des nouveaux matériaux. Mais il y a une question que j'aimerais poser pour terminer, notamment Monsieur James, puisque vous avez fait référence à la crise sanitaire, qui effectivement fait partie aujourd'hui de notre quotidien. C'est aussi, elle a fait ressortir aussi un besoin en végétalisation. Notamment, moi qui vis par exemple en appartement, j'étais contente d'avoir mon balcon, mais c'est vrai qu'il y avait aussi ce besoin un peu en végétalisation. Est-ce que les architectes d'aujourd'hui intègrent justement cette crise sanitaire? Est-ce qu'ils intègrent ce besoin de végétalisation, ce besoin d'ouverture sur l'extérieur aussi dans les bâtiments? Oui, tout à fait. C'est vrai que je dirais même là, pour le coup, les architectes ont presque été devancés par les décideurs publics. C'est vrai que l'effet d'îlot urbain, c'est quand même un sujet très important, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on passe encore par la réglementation, ça ne va pas plaire à Thierry, mais du coup, pour parler de l'exemple de Dijon, par exemple, c'est dans le plan local d'urbanisme que sont inscrits en fait cette nécessité de végétaliser la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus construire sur un terrain sans avoir une certaine surface qui va être dédiée à ce qu'on appelle de la pleine terre, sans avoir une certaine surface qui va être dédiée au biotope, de manière, selon un équilibre, on va dire, variable, selon l'endroit où on se trouve dans la ville. On devra aussi donc adapter les bâtiments et leur environnement direct on va dire, une certaine quantité de végétation. C'est plutôt sur l'aspect quantitatif. Après, sur l'aspect qualitatif, on va dire, on travaille déjà depuis un certain temps sur la végétalisation de toitures ou de murs. Et on va dire, on commence à avoir des solutions techniques déjà bien mûres pour les toitures, ça, il n'y a pas de problème. Et au niveau des murs végétaux, on commence à mieux maîtriser le sujet et on va dire à pouvoir faire des propositions qui vont avoir du sens et qui ne vont pas griller, on va dire, en 3 étés, quoi. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus participer à cette émission. J'espère que le bâtiment de demain est en révolution, en tout cas en évolution sans doute, en révolution, c'est à espérer. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission. On parlera d'alternance, on va changer complètement de sujet. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci encore, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.